Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, les entrepreneurs et la formation et leur propre formation. Est-ce qu'ils se forment les entrepreneurs? On va en parler avec Mathieu Douchy, le fondateur de Créactif. Le cercle RH, est-ce qu'on peut apprendre à devenir manager? Ça c'est un sujet presque philo. Est-ce que c'est un métier ou une posture? On va en parler dans quelques instants avec Karine Usubelli. Elle est directrice des richesses humaines. Ouais, on ne dit plus ressources humaines chez Antoria, et Philippe Zilberzan, qui est professeur de stratégie à l'EM Lyon Business School. Et enfin, le livre de Smart Job. Alors ça, c'est un débat fondamental. Comment devenir intéressant? Alors moi, je l'ai dévoré, évidemment, puisque j'essaie chaque fois d'être intéressant. On en parlera avec Franck Marchex. Il est hypnothérapeute, auteur de ce livre aux éditions Diathéno. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle formation, de la formation destinée aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Et on en parle avec Mathieu Douchy. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes déjà venu nous parler de votre cœur de métier chez Créactif. Vous en êtes le fondateur. Accompagner, former les entrepreneurs. D'abord, est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux autres catégories de professionnels, de salariés, est-ce que l'entrepreneur est un peu l'enfant pauvre de la formation? Est-ce qu'il se forme moins? Alors historiquement, oui. Enfin, après, je pense que ça s'explique d'ailleurs, puisque historiquement, le chef d'entreprise a une posture souvent assez haute. Et donc évidemment, quand on est un sachant et quand on sait tout, c'est très compliqué de passer le pas et de se dire je vais aller me former. Et ça, c'est quelque chose qui change. Et ça, c'est super positif parce qu'évidemment, du coup, de plus en plus d'entrepreneurs se forment. Alors, il y a 97% des entrepreneurs, ça c'est issu de votre communiqué, qui estiment que la formation professionnelle est un prérequis à la performance de leur entreprise et 1 sur 2 a déjà eu recours au CPF. On rentre un peu dans la technique. D'abord, moi je me disais très naïvement, je suis aussi entrepreneur, j'ai pas droit au CPF. En revanche, quand on a une SAS, on a du CPF. Tout à fait. Alors en fait, de plus en plus de sociétés maintenant permettent à l'entrepreneur d'avoir des droits au CPF, donc du coup des droits assez simples à mobiliser. Donc c'est quand même une démarche, vous avez démarré par la démarche psychologique, je veux dire sa posture, je suis le sachant, c'est moi qui embarque l'entreprise, normalement je n'ai pas besoin de me former, on est d'accord? Ouais. Comment, et j'imagine que Créactif a un rôle à jouer là-dedans, vous leur expliquez que de toute façon, il faut qu'ils se forment. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que souvent, quand ils font la démarche et qu'ils viennent toquer à notre porte, c'est que déjà, ils ont passé le pas, on va pas se mentir. Et ça, c'est plus lié à la société, c'est plus lié peut-être à l'impact du Covid, où il y a eu tellement de changements en peu de temps que personne ne pouvait se dire « moi, je sais gérer ». Tout le monde a été confronté à des problématiques et à chercher des solutions. Donc, du coup, tout le monde s'est dit à un moment ou à un autre, il faut que j'apprenne des choses et il faut que je progresse. C'est quoi les secteurs là où ils poussent la porte? Parce qu'il y a des secteurs très hard skills. Ces secteurs-là, marketing, finance, où ils se disent, là, je suis un peu juste, je m'en sors pas. Est-ce que c'est ça les enjeux? On retrouve en majorité, c'est toujours tout ce qui touche à l'acquisition, tout ce qui touche au développement de l'activité, donc tout ce qui est marketing digital, et puis vente tout simplement. Puis on va avoir un deuxième volet qui va être sur tout ce qui est comptabilité, gestion. Voilà. Mais c'est essentiellement l'acquisition quand même qui est la principale problématique des entrepreneurs. Donc ils investissent sans investir, puisqu'en fait il est sur leur crédit CPF. Il y en a quand même 2 tiers, je crois, qui disent dans votre étude que s'il y avait eu un reste à charge, le débat avait été évoqué il y a quelques mois au moment du projet de loi de finances, si le reste à charge il y avait eu, il n'aurait pas acheté la formation. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de le rappeler parce que le décret n'est pas sorti. Il est possible qu'il sorte dans les prochaines semaines, prochains mois. Il est suspendu. Oui, il n'est pas sorti. Il est en attente. Il est en attente. Donc on a un nouveau gouvernement. Donc il y a peut-être des nouvelles positions qui vont être tenues par rapport à ça. Mais dans notre étude, sur 700 entrepreneurs, 2 tiers ne se seraient pas formés s'ils avaient eu un reste à charge. Donc évidemment, ça serait dommage. Donc vous militez, et évidemment on l'entend par ce que vous nous dites, vous militez à l'idée quand même qu'il ne faut pas négliger l'intégralité de la prise en charge de la formation, parce que beaucoup d'entrepreneurs, vous avez vu l'article des Échos il y a quelques semaines où les entrepreneurs gagnent 2000, 2500 euros. Donc ça veut dire que pour eux c'est un coût, la formation. Bien sûr. Et puis en plus, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui ne cherche pas à développer son entreprise. Et donc dans notre étude, on se rend compte que 90% des entrepreneurs qui se sont formés
voient un impact concret dans leur activité issue de cette formation. Donc c'est énorme. Et on voit quand même que dans les choix initiaux, quand ils poussent la porte de Créactif, c'est quand même des choix de valorisation du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. On est d'accord. En majorité, oui, tout à fait. Il commence à s'ouvrir aussi sur les soft skills, sur des sujets un peu plus, je dirais, santé mentale, préparation mentale. Est-ce que c'est des sujets qui les traversent ? Pour être très honnête avec vous, on a des taux de satisfaction extrêmement élevés sur tout ce qui touche aux soft skills, mais la demande, elle est vraiment très faible par rapport à tout ce qui est acquisition, développement de l'activité, où là, on a vraiment des demandes beaucoup plus importantes. C'est un ratio de 1 à 20, pour vous donner un ordre d'idée. Avant de nous quitter, c'est intéressant, puisqu'on évoquait le début de notre émission, quand même un statut de salarié très privilégié sur le CPF. Et c'est vrai que d'une manière naturelle, on n'a pas l'impression que l'entrepreneur peut se former. Vous nous avez dit évidemment l'inverse. C'est quoi la proportion d'entrepreneurs qui se forment ? Parce que j'imagine que vous ne captez pas tous les entrepreneurs. C'est une bonne question. Je crois qu'il y avait une étude qui était sortie là-dessus. C'est autour de 25%, 20-25%. C'est relativement faible. C'est faible. C'est faible. Et une fois de plus, historiquement, l'entrepreneur ne se forme pas. Donc maintenant, a priori, de plus en plus, il prend conscience qu'il y a un intérêt à se former, qu'il y a des dispositifs. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et rappelons à l'entrepreneur qui nous regarde, parce que Bismart et Smart Job est évidemment destiné aux RH et aux entrepreneurs, vous avez, quand vous avez une SAS, un CPF, parce que souvent on n'imagine même pas qu'on a un CPF, puis un jour le CPF est plein, et puis petit à petit on l'écrète, puis je crois que tous les 2 ans quand il n'est pas. Et c'est de l'argent perdu, donc utilisez votre formation et poussez la porte de Créactif. Combien de personnes formées en une année là ? Sur la dernière année, on doit être à 8000 à peu près. 8000 donc entrepreneurs, oui, qui viennent d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais de quel secteur ? C'est plutôt le tertiaire, c'est tout secteur d'activité, étant donné les volumes, on touche vraiment tout secteur d'activité. Merci Mathieu Douchy d'être venu nous éclairer. Merci. Vous êtes le fondateur de Créactif, avec évidemment un réseau de formateurs dans plein de domaines. Allez donc vous former, la formation c'est important. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle de l'entrepreneur qui est souvent manager. Est-il un bon manager ? Est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est une posture ? Est-ce que c'est une attitude d'être manager ? Ce n'est pas réellement un métier, il n'y a pas d'école. Si, peut-être, on en parle dans le débat avec mes invités. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord d'ailleurs. Le cercle RH pour parler d'un sujet, alors presque on frôle la philosophie. Est-ce qu'on peut devenir manager ? Est-ce qu'on peut apprendre à devenir manager ? En un mot, est-ce que manager est un métier ou une posture, une attitude, presque une façon d'être ? Et on va en parler avec 2 experts de ce sujet. Karine Zubelli, je suis ravi de vous accueillir, directrice alors des richesses humaines. On ne dit pas des ressources humaines, RSE chez Antoria. Et on va vous écouter parce que je pense que vous vous considérez comme une manageuse. Oui, tout à fait. On est d'accord. Et une accompagnatrice de managers. De vos managers, des équipes. Philippe Zilberzan, ravi de vous retrouver. Ça faisait bien longtemps que vous n'étiez pas venu nous rendre visite. Professeur de stratégie à EM Lyon Business School. Alors, c'est compliqué parce qu'on ne va pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis, puisque c'est une école de management. Donc, vous apprenez donc vos équipes le management. Est-ce que c'est un métier ? Parce que moi, quand je vous ai rencontré, vous êtes déjà venu sur ce plateau, je vous avais rangé dans la catégorie RH. C'est-à-dire quelqu'un qui peut gérer les outils juridiques, techniques, humains. Je ne vous définissais pas comme manageuse. Et vous me dites, moi aussi, je suis une manageuse. C'est quoi alors, finalement ? Alors, je pense que être manager, c'est bien plus complexe d'abord qu'une addition de compétences qu'on va acquérir au fil de l'eau, à l'école ou dans des belles écoles comme l'EM Lyon. Mais c'est aussi bien plus complexe qu'une posture qui serait innée et qu'on n'aurait pas besoin de travailler dans le temps. Donc vous détruisez dans une phrase tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Exactement. Ok. C'est quoi ? Ça permet de rentrer dans le débat. C'est quoi alors ? Alors, c'est quoi ? Je suis convaincue qu'il faut une prédisposition pour être manager. Et on va certainement y venir, mais je pense qu'il faut qu'on change les modes d'accession des postes de manager dans nos organisations. On va y venir chercher un peu plus l'envie, voilà, tout le monde ne peut pas être manager. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous impacte directement. Oui. Quand vous avez des réunions stratégiques pour le dire cash, qui ont fait monter, c'est la grille de lecture que vous allez appliquer. De votre côté, vous êtes professeur, vous signez des papiers, souvent, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous êtes assez direct. Manager, ce n'est pas un métier, vous en conviendrez.
Moi, je pense que c'est un métier. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que tout le monde ne peut pas et tout le monde ne veut pas être manager, ce qui va poser des sujets dont on va, je pense, parler. Cela dit, voilà, c'est un métier pour lequel on peut avoir des prédispositions ou pas, mais il y a des choses à apprendre. Moi, j'ai eu une expérience de manager avant d'être professeur et eh bien, il y a des choses que j'aurais aimé savoir qui m'auraient... Quoi, par exemple ? Par exemple, recruter, gérer des gens. Alors, il y a une dimension, on va dire, non technique à la gestion des gens, mais il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir sur la comptabilité, il y a des choses à savoir sur comment vendre, par exemple. Donc, il y a un ensemble de choses à savoir. Donc, ça, c'est plutôt, effectivement, des dimensions techniques. C'est du hard skills, quoi. Voilà. Mais on peut aller aussi au-delà sur... Il y a des cours de leadership. Alors, ça ne vous transforme pas en leader, encore une fois, mais il y a des choses à savoir qui vont faire qu'on peut être un meilleur manager qu'on ne le serait. Donc ça, je crois qu'il y a des choses à savoir. Dans un des titres de l'émission, je me suis amusé à jouer sur manager, manager. Vous avez vu, c'est le même mot. Le verbe manager et le nom américanisé, manager. Un manager manage ? Non, mais pour faire un petit peu de Desproges ou du Raymond DeVos, un manager manage toujours ? Alors, il fait bien plus que ça. Et pour répondre à Philippe, oui, il y a des choses techniques qui s'apprennent, mais est-ce qu'on apprend l'intelligence émotionnelle ? Est-ce qu'on apprend l'intelligence situationnelle ? Est-ce qu'on apprend à avoir du courage ? Est-ce qu'il y a des cours de courage dans nos écoles ? Est-ce qu'on apprend à gérer l'ambiguïté ? Est-ce qu'on apprend à gérer l'inattendu ? Et aujourd'hui, dans nos organisations, c'est ça qu'on attend de nos managers. Moi, je préfère parler de leader plutôt que de manager, parce que c'est ce qui aussi modifie les programmes d'accompagnement et de développement de compétences qu'on doit déployer. Mais j'allais vous le dire, parce que pour vous, c'est un casse-tête. Si vous dites globalement, on n'est pas tous faits pour être manager, mais c'est un casse-tête, parce que globalement, en plus aujourd'hui, les gens disent « Ah non, mais je veux même plus être manager. Oui. » Comment on fait ? Alors, déjà, il y a une étude intéressante du cabinet Gartner qui date d'août 2023, qui est très intéressante. Le titre est hyper accrocheur, c'est un titre en anglais qui disait « Les managers craquent et plus de formation ne les aidera pas ». Donc ça posait le débat. Je me suis dit, ça va être intéressant pour notre débat d'aujourd'hui. D'abord, le premier constat, et vous en parlez souvent en plateau, c'est la crise de vocation du management. Clairement. Dans l'enquête, il y a 54% des managers qui nous disent souffrir de leur rôle de manager. 1 sur 5 qui nous disent qu'ils préféraient ne pas exercer le poste de manager, avec un impact direct sur l'insatisfaction de leurs salariés, puisqu'il y a moins d'1 salarié sur 2 qui déclarent que leurs managers peuvent les guider vers une voie... Donc, qui ne managent pas au final. Donc, qui ne managent pas. Oui, ça. Et alors, l'étude, quand on va un petit peu plus loin, elle nous dit que la formation des managers n'améliorerait leur performance que de 4%. C'est ça, c'est ce que j'ai lu ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est de se dire, du coup, comment... C'est quoi la clé ? Mais vous voyez, là, Philippe Zilberzan se décompose, puisque vous êtes une école. Et c'est vrai que ces étudiants que vous allez accompagner, le M Lyon, c'est une école prestigieuse qui forme aux cadres dirigeants, ceux qui vont présider aux destinées de services, de business unit. On voit quand même que la formation ne sert pas à grand-chose. Comment on fait ? Alors, je crois qu'il faut décomposer un petit peu. D'abord, effectivement, tout le monde ne souhaite pas être manager. Or, de plus en plus, quand même. Oui. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens veulent de moins en moins être manager. Les responsabilités. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, un manager est soumis à une espèce de multiplication d'injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'il doit être empathique, proche, performant, soucieux de la planète. Donc, on empile comme ça des responsabilités. Et avec le COMEX quand même à gérer. Plus le COMEX, plus ceci, plus cela, etc. Et ça devient ingérable. Donc, il y a une espèce de paradoxe au sein de l'entreprise qui fait que toute la pression retombe sur le manager et qu'au bout d'un moment, il ou elle dit attendez, moi, très peu pour moi. Après, effectivement, quand on dit que la formation n'améliore pas la performance, là par contre, je serais en désaccord. Encore une fois, ça va dépendre de qui, ça va dépendre quelle formation, parce qu'on ne va pas former les mêmes personnes aux mêmes tâches. Moi, il m'est arrivé d'intervenir dans des formations alors pour caricaturer un peu, mais d'ingénieurs qu'on a propulsés, ça c'est un grand classique, on prend un ingénieur performant, on le propulse en manager. Un technicien, quoi, le meilleur. Voilà, un très bon technicien, et tout d'un coup va se retrouver
retrouver à gérer des gens. Gérer des gens, ça nécessite des compétences différentes. Ça marche La jamais. transition peut se faire, moi je pense qu'elle peut se faire, mais Donc il peut grandir avec son poste. je pense que tout le monde s'ouvrir. peut, voilà, moi je suis démocrate, je pense que tout le monde peut grandir s'il y a les opportunités, mais il y a deux éléments. Il doit y avoir une formation et on l'oublie souvent, il doit y avoir aussi un accompagnement. Et puis après, chacun doit faire son chemin. Attendez, accompagnement, là, cette fois-ci en soft skills, c'est-à-dire s'éveiller à l'intelligence émotionnelle, être dans l'empathie, l'assertivité, voilà, je sais pas. c'est le rôle de l'entreprise de dire voilà, on va te promouvoir un rôle de management. On a conscience que c'est un saut important pour toi, que les règles et les bases sur lesquelles tu vas réussir désormais ne seront plus les mêmes. Ça ne sera plus l'expertise technique, ça serait la capacité de faire fonctionner un collectif Embarquer et l'équipe. de le rendre performant avec tout ce que ça nécessite de compétences à la fois techniques mais effectivement sociales et psychologiques. Donc on va t'accompagner et ça c'est le rôle du management, c'est le rôle de l'organisation dans des formes qui sont très variables. Ça peut être du coaching, mais ça peut être simplement un accompagnement au sens quotidien comme un mentor, etc. C'est ça, au quotidien. Juste Karine, une question personnelle là cette fois-ci. Vous êtes manageuse et vous dirigez les richesses humaines. Auparavant c'était les RH. Vos débuts de manager, vous vous en souvenez? Parce que c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous savez que vous allez avoir géré des équipes, faire des réunions, trouver votre personnage, inventer son personnage. C'est exactement ça. Il faut trouver son personnage. Oui, mais pour moi, ce qui manque dans tout ce qui a été dit, c'est de demander à la personne à qui on propose un poste de manager si elle a envie de Bien sûr. manager. Ouais, Moi, c'est je m'en bien ça. souviens parce que j'avais cette envie de manager. Ouais. Cette empathie, cette envie de partager. En ouais. tout cas, l'envie d'accompagner, l'envie de travailler sur l'humain. Et heureusement quand on est dans les RH. Mais aujourd'hui, on propulse, comme le disait Philippe, les experts, les seniors sur des postes de manager sans même leur avoir demandé s'ils ont l'envie, s'ils ont une appétence. Parce que c'est ça qui génère en fait des crises et des insatisfactions sur les managers, parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Enfin, le malentendu vient quand même d'un COMEX ou d'un manager qui dit à un autre, tu vas monter en grade, tu vas voir ton salaire va être Parce que meilleur. c'est conçu Parce comme que une c'est un promotion. grade. C'est exactement ça. Voilà, C'est conçu comme une promotion, alors que, moi, si je suis golfeur, on va pas me demander de devenir expert comptable du jour au lendemain. C'est pas la même chose. Et là, le management est conçu comme une promotion, alors que c'est un métier différent. Encore une fois, il y a des gens qui peuvent faire cette transition. Encore une fois, si elle est accompagnée, si la personne a ses dispositions, cette envie et dire voilà, moi je vais me jeter là-dedans parce que ça m'intéresse. Et il y a d'autres qui vont dire non, moi je suis un expert ou une experte. C'est franco-français ça ou pas? Vous qui avez non, c'est un universel. regard- Non, c'est c'est universel. Non, parce que souvent on compare les l'étude est États-Unis américaine, et donc Gartner, c'est américain. Exactement. Non, c'est Mais- universel. Mais l'enjeu, puisqu'on voit bien quand même que la montée en compétences, notamment dans les sujets tech, on voit qu'on fait monter souvent des ingénieurs tech, des data scientists qui deviennent managers, puis finalement leur bureau reste fermé, ils sont la tête devant leur écran. Et la boîte avance pas. Enfin, je ne sais pas comment ça se vit chez vous, mais vous faites gaffe à ça, Karine Zubelli, c'est-à-dire de passer la bonne personne au bon endroit, de Nous- dire attention, danger. Oui, et surtout, nous, et je pense que dans les organisations, on doit modifier l'accession au poste de manager. Il faut demander aux managers s'ils ont cette appétence, s'ils ont envie de faire ça, et pas qu'au début. C'est-à-dire, il faut re-questionner cette fil de envie-là l'eau. tout au long de la carrière. Bien sûr. Entièrement. Vous pouvez avoir un manager qui, à un moment donné, n'a plus envie de manager pour X ou Y raison, veut revenir sur un poste d'expert. Et du coup, la deuxième solution, c'est de créer des filières d'experts, d'excellence, d'experts dans les entreprises. Bien sûr. Pourquoi dans des organisations, on a des communautés de managers qui vont à des séminaires, qui ont accès à des formations, etc. Et pourquoi on ne valorise pas les experts de la même façon? C'est vrai. Parce que ouvrir ces filières d'experts dans les entreprises, ça libérerait les personnes et ça leur permettrait de leur dire là j'ai envie d'être manager, là j'ai moins envie d'être manager. Et du coup on aurait dans les organisations des gens qui ont envie Mais excusez-moi, mais d'animer ces équipes. l'enjeu technique que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il faut que le meilleur technique puisse devenir le manager, et vous dites que c'est plutôt un échec, ça ne marche jamais. Donc comment on fait pour légitimer quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences techniques qui vont bien, mais dont on sait qu'il va être plutôt un animateur? C'est un peu compliqué, parce qu'on est tiraillé, on se dit, mais tu vois, mais en même temps, il ne va pas savoir gérer l'outil. Un manager est un généraliste, normalement. C'est quelqu'un qui n'est pas dans sa fonction parce qu'il ou elle sait tout sur tout. C'est parce qu'il ou elle est capable de faire travailler ensemble des gens qui ne peuvent pas se parler. Donc, C'est un chef d'orchestre. c'est un chef d'orchestre. Et donc, alors, un chef d'orchestre doit très bien connaître la musique. Et généralement, le chef d'orchestre pratique lui-même un Il instrument. connaît toute la partition. Voilà, mais c'est pas forcément le meilleur joueur de cet instrument. Le manager n'est pas jugé sur son expertise technique, il est jugé sur la capacité d'être capable, dans la même journée, de dialoguer avec un financier, un ingénieur, un commercial, etc., etc. C'est ça, donc c'est un métier différent, qui joue sur des compétences différentes. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Je ne parle pas des richesses humaines, dans votre métier de manageuse. Qu'est-ce qui vous plaît?
Alors, c'est d'accompagner les équipes, c'est le goût du bien faire aussi, le goût de performer, ça on n'en parle pas assez. Ouais. On parle beaucoup d'empathie, de bienveillance, mais il y a aussi, dans ce qu'on attend d'un manager, la performance. Bien sûr. Et on peut très bien faire performer une équipe en s'entendant très bien avec. Donc c'est pour ça que je parlais d'intelligence émotionnelle et d'intelligence situationnelle. Ah ouais. Parce que ce qui est compliqué dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas une façon de manager. Exactement. Vous ne managez pas telle personne de la même façon que telle autre personne. La fameuse intelligence émotionnelle, versus un junior, en fonction de la temporalité. Alors, ça ne veut pas dire que les formations ne doivent pas être faites. C'est pas ce que je veux dire. Je pense l'accompagnement. Je pense qu'il faut qu'on modifie, en fait, le type de formation. Il faut aller sur des programmes d'accompagnement un peu de type coaching, où on va pousser les managers à penser par eux-mêmes, où on va utiliser la réalité du terrain, leur propre vécu aussi. Moi, j'interroge souvent les managers en disant l'intégration, tu la travaillerais comment ? Toi, tu as vécu comment ton intégration ? Et en partant de là... Et en rectifiant ce qu'il avait vécu négativement. Voilà. Et là, le manager commence à phosphorer. Ça, je trouve que c'est des méthodes d'apprentissage un peu nouvelles. Philippe, vous avez des étudiants. Alors, vous n'avez pas été que professeur, c'est clair. Vous avez aussi une vie dans l'entreprise privée. Mais ils vous disent quoi, vos étudiants ? Parce que vous discutez, vous aussi, vous êtes un manager prof. Je sens que vous avez cette empathie. Il y a aussi des profs qui ne sont pas des managers, qui font leur cours, qui quittent la salle, qui disent à peine bonjour et au revoir. Ça existe. Mais pas l'EM Lyon. Non, pas l'EM Lyon. Non. C'est. Moi, j'en ai eu, vous voyez. Oui, bien sûr. Non, mais on mais a pas l'EM Lyon, je précise. Voilà. Non, les étudiants, c'est ça qui est intéressant. On parle tout le temps de génération. Alors, je ne sais jamais à quelle lettre on est. X, Y, Z. On est quoi, X ? Je ne sais pas, parce qu'à Z, après Z, on n'a plus de lettres. C'est A', après on va voilà, on revient à... Mais non, d'abord, il n'y a pas les étudiants. Il y a une très grande diversité. Il y en a qui veulent devenir manager, d'autres pas du tout, d'autres entrepreneurs, d'autres... Et c'est ça qui est génial, et je reviens sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que la vraie bonne gestion d'une entreprise, c'est de comprendre qu'il y a des différences, de comprendre effectivement qu'une équipe commerciale ne se gère pas de la même façon qu'une équipe d'experts en intelligence artificielle, que les individus ne se gèrent pas de la même façon. Donc le management, c'est justement comprendre comment, à partir de gens différents, on va pouvoir créer de la performance, parce qu'au final, c'est ça. C'est comme le but. On va le faire de façon très différente, d'une entreprise à l'autre, le mode de management va être très différent, on va parler de culture d'entreprise. Et donc, pour revenir à votre question, ce que je trouve, moi, et heureusement fascinant, c'est que les étudiants là-dessus, alors eux-mêmes sont effectivement un peu en recherche, parce qu'on est jeunes, mais ils n'ont pas tous les mêmes attentes, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils seront aussi eux-mêmes, je dirais, constructeurs de la nouvelle façon de manager. Évidemment. Juste Karine Zubelli, c'est une question un peu comme ça, mais vous êtes meilleure manageuse 15 ans ou 20 ans après avoir exercé ce poste, ou vous dites, j'ai gardé la même fraîcheur? Alors, c'est pas à moi de le dire, ça serait plutôt... Non, mais vous sentez que vous avez mûri, vous avez... Je sens en tout cas que j'ai le même plaisir. Et c'est ça que je questionne en fait. La passion est intacte. Est-ce que j'ai le plaisir de retrouver mes équipes, de discuter, de décider, d'expliquer les décisions voilà, ça c'est à questionner dans les entreprises. Oui. Passionnant. J'espère que ça vous aura éclairé pour les étudiants, les jeunes et les managers qui se posent des questions existentielles sur est-ce que je dois continuer à mener cette carrière. Je peux dire carrière, vous validez carrière ? Ouais. La carrière des managers. Karine Zubelli, merci, directrice des richesses humaines chez Antoria, RSE et richesses humaines. Et Philippe Zilberzan, professeur de stratégie à l'EM Lyon, où il n'y a que des professeurs super, des professeurs managers, EM Lyon Business School, évidemment. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et là, c'est intéressant, ça va passionner tout le monde. Comment devenir intéressant, impacter, captiver votre auditoire ? J'adore. Et on accueille l'auteur de ce livre juste après le jingle. Comment être intéressant ? Alors ça, c'est le titre d'un livre. Comment devenir intéressant ? Impacter, captiver, influencer grâce au pouvoir des histoires. Donc le storytelling, vous voyez ce que je veux dire ? Ça doit vous rappeler le coach Arnaud, édition Diathéno, et j'ai l'auteur, Franck Marchex. Bonjour Franck. Bonjour. Comment vous vous définiriez ? Parce que j'ai vu que vous étiez hypnothérapeute, conférencier, storyteller. Comment vous vous définissez ? Aujourd'hui, principalement comme auteur et storyteller. Et un petit mot qui n'existe pas, mais story doctor. J'aime bien. Story doctor. Ouais, ça vient. J'ai mal à mon histoire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé longtemps dans mon cabinet à faire du coaching et de la thérapie grâce à l'hypnose. Et donc, j'ai raconté quasiment toute ma vie des histoires, des métaphores hypnotiques pour aider les gens à changer, à se transformer, à aller mieux. Et je me rendais compte qu'à chaque fois qu'il y avait une difficulté dans leur vie, c'était lié à l'histoire qui se racontait.
Et petit à petit... Et vous le racontez dans votre livre. Et moi, je le raconte dans... Ne vous trompez pas de métaphores ou Complètement. d'analogies en images, parce que ça peut être positif ou négatif. Ça a un impact direct en fait sur notre imagination, sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Et en fait, pour développer mon activité, moi, j'ai fait beaucoup de conférences, mais vraiment énormément. Et quand j'étais sur scène, je me rendais compte que le public appréciait, qu'ils aimaient revenir. J'avais souvent des gens qui revenaient, qui avaient déjà vu mes conférences et qui revenaient quand même. Et petit à petit, des conférenciers ou des entrepreneurs venaient me voir en me disant mais aide-nous en fait à le faire. Et je me rendais compte que quand ils racontaient une histoire, on est entre nous, il n'y a pas grand monde qui... Non, on est seul. Les gens s'ennuient rapidement d'écouter une autre personne. Ils décrochent. Ils décrochent Vous très vous dites rapidement. qu'il faut créer un lien, il faut parler à un auditoire en lui faisant croire qu'on parle de lui. Complètement. C'est ça l'idée. C'est toute l'idée. En réalité, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Inception. Pour ceux qui l'ont vu, évidemment. Incroyable film. L'idée, c'est de planter... DiCaprio. Exactement. De planter une idée, en fait, dans la tête de quelqu'un pour que cette personne ait l'impression que c'est la sienne. Le processus du changement, en fait, il naît de ça. Ce qui fait que quand on raconte une histoire, il ne faut pas se raconter soi, mais il faut se raconter pour que notre interlocuteur ait l'impression qu'on parle de lui. Donc ça veut dire quand même, ce qui est intéressant dans votre mot intéressant, c'est que parfois il y a beaucoup de rhétorique, de sophisme Oui. et de qualité d'oral, mais ce que la personne dit n'est pas intéressant. Complètement. C'est ça que vous voulez nous dire en fait. Complètement. Moi, ce que j'ai observé en travaillant beaucoup en fait avec les dirigeants sur lorsqu'ils sont obligés de vendre leurs idées en fait, en réalité dans un COMEX ou même s'ils doivent faire une conférence pour présenter ou vendre une idée à leur équipe ou à des partenaires d'affaires, qu'il y avait toujours cette problématique d'histoire. Ils sont très bons sur les datas et ça, là-dessus, Ouais. j'ai rien à leur apprendre. Ils sont Les très bons super sur les slides datas. avec les chiffres qui Complètement. tombent bien. Ouais. Mais il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'histoire. Et storytelling, il faut faire attention parce qu'on est tombé... Ouais. Voilà, c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met plein de choses. Moi, j'aime bien revenir au mot français qui est narration. C'est ça. Narration, c'est raconter une histoire. Raconte-moi une histoire. Et on sait aujourd'hui, il y a des études extrêmement intéressantes qui montrent que des datas avec une histoire sont retenues 22 fois plus. C'est énorme. Donc si vous emballez, si vous encapsulez vos datas en Dans une histoire. les projetant dans une histoire, bah là, évidemment, ça ne devient pas un tableau de chiffres où on s'endort et on Complètement. regarde son téléphone. Il y a une partie que j'ai trouvée passionnante. Vous parlez des analogies, vous travaillez des images, vous travaillez sur la qualité du message. Et à la fin de ce livre qui est extrêmement riche, parce qu'on voit qu'il y a eu un énorme travail que vous avez fait en amont, qui raconte en quelque sorte votre parcours, c'est l'impact grâce aux émotions. Oui. C'est quoi ça ? Mais en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, justement, j'en reviens en fait à ma formation de base, qui est celle de l'hypnose. Si on veut que les gens changent, il faut introduire des émotions. Les émotions, c'est un catalyseur de changement. S'il n'y a pas d'émotions, en fait, aujourd'hui, on a notre téléphone qui nous suit quasiment partout. Et si on observe, si on écoute quelqu'un, si on est dans une conférence et qu'on écoute un orateur et qu'il n'est pas très intéressant, on est tellement sollicité par tous ces outils autour de nous qu'en réalité, on va s'absenter immédiatement. Et pour réussir à conserver en réalité cet attachement, ce lien, il faut des émotions. Il faut faire vivre des émotions. Et là, il y a, j'allais dire, dans l'absolu, il n'y a pas 40 000 secrets. Le monde, notamment le business de l'entertainment, le sait. Ce qui marche, c'est la curiosité. Tous les films sont construits autour de ça, toutes les séries sont construites autour de ça. S'il y a des cliffhangers à la fin d'une série, c'est pour qu'on regarde la saison d'après ou l'épisode d'après. Les romanciers avaient inventé la même chose. Hein. Et bien, dans Comment l'édition, je- on appelle comment je ça tourne la page, exactement le page turner dans Bah l'édition. Dans la méthode de dealer d'histoire, moi, c'est ce que j'appelais le second turner. C'est comment on apprend aux gens à avoir envie d'écouter la suite. Parce que si je ne produis pas cet effet, ben, en réalité, je vais donner une information qui peut être très intéressante, mais si je ne produis pas l'effet de que se passe-t-il après, ben, en fait, la personne va décrocher. Je resterai bien avec vous plus longtemps, Franck Marchex. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Ce sera avec plaisir. Lisez ce livre, il est très très riche et apporte une dimension bien supérieure aux outils de la rhétorique et de la prise de parole à l'oral, j'allais dire classique. C'est bien plus. Comment devenir intéressant, impacter, captiver, influencer grâce au pouvoir des histoires et donc de la narration puisqu'on l'a évoqué. Exactement. Merci Franck de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Ce livre est édité chez Diathéno. N'oublions jamais l'éditeur qui accompagne les auteurs. Merci à vous. Merci de votre fidélité. L'émission est terminée, évidemment. On se retrouve très prochainement. Merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Je remercie Angel à la réalisation, Saïd au son. Et je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Et merci à vous et pour vos messages et votre fidélité. Bye bye.